Bonjour et bienvenue dans Rideau Rouge, votre rendez-vous culturel hors des sentiers battus. Je suis Alex, metteur en scène et fondateur du Bazar Culturel. Après avoir été 7 ans directeur de compagnie, j'ai monté un centre d'animation itinérant pour démocratiser l'accès à la culture et encourager les pratiques artistiques populaires. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre de personnalités, libres penseurs ou collectifs qui contribuent par leurs actions au partage des savoirs et des expériences. Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Les amis, quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière vraie interview de l'année. Ça va faire 1 an que Rideau Rouge a été lancé et je suis très heureux de ces 49 semaines passées à vos côtés. Très heureux de ces 49 rencontres, toutes plus extraordinaires les unes que les autres, et très heureux de rempiler pour 49 nouveaux épisodes, et même plus si affinité. Je suis très touché aussi de vous savoir de plus en plus nombreux, de lire vos messages de soutien et de remerciements qui me vont droit au cœur. J'avais envie de finir l'année en beauté, et on peut dire que c'est réussi car je suis ce matin en compagnie d'une invitée de premier choix, Ariane Biran. Normalienne, philosophe, psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie, Ariane est l'autrice de plusieurs ouvrages. Psychopathologie de l'autorité en 2020, Chronique du totalitarisme en 2021 et Psychopathologie du totalitarisme en 2023. Elle écrit également une chronique hebdomadaire pour Antipresse. Ensemble, nous parlerons de culture, d'éducation, de rapports d'autorité entre adultes et jeunes, mais aussi de communautarisme. Bonjour Ariane, très heureux de vous accueillir sur le podcast Rideau Rouge aujourd'hui. Comment allez-vous ? Bonjour Alex, bonjour les auditeurs. Très bien, merci. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. J'ai une petite question pour vous, comme vous le savez. En ce moment, un parfum que vous aimez bien ? Hmm. Traditionnellement, j'aimais bien Loulou de Cacharel, mais je ne vends plus, je crois. Ah oui, vous êtes parti sur un parfum, vraiment un vrai parfum, quoi. Sinon, j'aime beaucoup l'odeur de la lavande. Voilà. Peut-être un petit peu plus facile à trouver. Ceci dit, si les producteurs de Cacharel nous entendent, eh bien écoutez, qu'ils sachent que vous êtes fan. Alors Ariane, quel est votre parcours et comment est-ce que vous avez commencé à vous intéresser au phénomène du totalitarisme ? Euh, c'est, c'est intrinsèquement lié à mon parcours de vie. Donc, la question du totalitarisme. Euh, sur l'expérience de vie. Euh, Moi, je suis née en banlieue parisienne, à Saint-Denis, dans les cités du 93, et de parents un peu révolutionnaires. Ma mère issue plutôt de la bourgeoisie, mon père plutôt de, euh, de lignée plutôt populaire, paysanne. Voilà, mais disons qu'à leur époque, ils avaient envie voilà, de révolutionner le monde. Et, euh, et donc, j'ai été immergée pendant 20 ans à Saint-Denis. Et Saint-Denis, c'est donc les anciennes banlieues ouvrières, sont les banlieues rouges. Enfin, je ne sais pas trop comment c'est maintenant. C'était tout à fait multiculturel et multireligieux d'ailleurs, hein, il y avait vraiment des communautés qui venaient de tous horizons qui vivaient déjà une grande forme d'exclusion sociale. Il y avait déjà beaucoup de problèmes, il y avait beaucoup de problèmes de drogue, etc. On n'avait pas les problèmes d'intégrisme qu'on a aujourd'hui, mais ça a commencé à émerger. C'est-à-dire, je parle de ça. Moi, je suis partie de Saint-Denis en 1999. J'ai vu la montée de ces problèmes. J'ai surtout vu la dégradation très rapide et puis aussi ce qu'était l'exclusion sociale. Voilà, ça fait partie de mon vécu. Et dans le même temps que des communautés tout à fait hétérogènes avec des parcours de vie, des histoires et des géographies d'origine tout à fait différentes pouvaient s'accommoder ensemble. Et puis après, à l'adolescence, j'ai été parachutée parce que j'ai changé de collège. J'ai été parachutée dans un lycée près des Champs-Élysées. Et donc, ça a été un très, très grand dépaysement pour moi, mais qui m'a menée à comprendre et à expérimenter et intérioriser ce qu'étaient des classes sociales réellement. C'est-à-dire que le matin,
Je partais de la cité de Saint-Denis, du fin fond de la cité. Je prenais des bus, enfin, c'était 1 heure et demie de transport, j'avais 13 ans. Et j'arrivais dans un monde qui m'était totalement inconnu, qui était d'ailleurs finalement beaucoup plus en souffrance et beaucoup moins de vitalité que ce qu'il pouvait y avoir à Saint-Denis, en ayant beaucoup plus de moyens matériels. Hum, Et voilà, ça a été. Et j'ai souvent navigué dans des milieux extrêmement hétérogènes comme ça, mais au même moment. C'est-à-dire, c'est pas d'un mois sur l'autre, c'est dans la même journée où je me rends compte que voilà, il y a des. Donc, qu'est-ce qui a amené à la question du totalitarisme? Ben, c'est la question de l'abus de pouvoir, c'est la question de l'exclusion sociale. Déjà, hein, la question de philosophiquement comment au-delà en plus hein, de dysfonctionnements familiaux, etc., donc où il y a eu des grandes tragédies dans mes familles, et, il a fallu, ça a créé des dégâts, hein. Mais il y avait aussi les grandes tragédies sociales, en fait, déjà que je vivais, donc puisqu'aujourd'hui on s'étonne hein, des conséquences de ça, mais moi je parle des années 80, où bah, l'égalité des chances, elle n'existe pas, où on est avec un désœuvrement, une absence totale de moyens d'accès à la culture, où Paris, ça représente une ville inaccessible qu'on voit de loin. Voilà, c'est tout ça avec des déracinements. Donc, toute cette pauvreté, cette misère, cette exclusion, je l'ai vraiment voilà, donc je l'ai questionné. Et puis encore une fois, mes parents, Saint-Denis était une ville communiste, donc ils m'ont donné comme deuxième prénom Louise pour Louise Michel. C'était vraiment tout un environnement lié à des luttes ouvrières, des luttes populaires, et, euh, et de me retrouver parachutée dans ces univers. Et j'ai dû les côtoyer aussi encore après, hein, enfin, des univers extrêmement hétérogènes. Je continue en fait, hein, en vivant en Colombie, au milieu de paysans analphabètes. Et puis, euh, j'aime bien. Parce que je pense que l'un des problèmes du totalitarisme, c'est la haine de l'autre. Et parce qu'on ne le connaît pas. Voilà. Et, et, et si on était amené à, à, à être davantage dans cette ouverture, eh bien, on serait moins dans de l'intégrisme, en fait, du fanatisme de tous bords qui caractérise aussi hein, le système totalitaire. Donc voilà, donc très jeune, j'étais une enfant très mûre, une ado qui n'a pas fait vraiment d'adolescence, et donc j'ai passé mon adolescence dans beaucoup de livres. Et j'ai commencé très tôt, je crois que c'était à 16 ans hein, que j'ai lu Hannah Arendt. Et évidemment, je ne comprenais pas tout, mais j'avais un besoin de comprendre de très près qu'est-ce qui se passait dans l'âme humaine, en fait. Voilà. Est-ce que ça n'a pas créé un décalage avec les jeunes de votre âge? Le fait que que vous ayez cette ouverture de conscience-là sur ces 2 mondes en présence? En fait, j'étais déjà décalée. J'étais déjà décalée parce que ce que je vivais au quotidien était irracontable à l'un comme à l'autre. C'est-à-dire, euh, dans ce lycée, les Champs-Élysées, j'avais aucune idée de ce que pouvaient vivre des jeunes de cité. Ils n'avaient que des représentations toutes faites, et vraiment aucune idée. Euh, et de l'autre côté, ils n'avaient aucune idée non plus de la souffrance. Je parle aussi de la souffrance parce qu'il y avait d'autres types de souffrance dans les quartiers riches. C'était deux mondes qui ne pouvaient pas se comprendre, qui ne pouvaient même pas avoir l'idée de ce que pouvait vivre l'autre. Et donc j'étais déjà en fait dans une incapacité, dans une très grande solitude, une incapacité de pouvoir dire. Je me rappelle par exemple quand j'ai passé les oraux de Normal Sup. Donc Saint-Denis avait vécu une très grande dégradation. Nous, on avait déménagé, on était encore à HLM, on n'était plus dans une cité, on était un peu plus dans le centre-ville. Mais quand je suis allée passer les oraux de Normal Sup, donc j'avais 19, enfin j'étais en 99, donc qui sont parmi les oraux les plus difficiles, c'est un concours extrêmement difficile. Et moi, j'enjambais des corps le matin, des corps dans les escaliers de gars qui étaient drogués parce qu'on avait un trafic de drogue en plein milieu du HLM. C'était des petits jeunes, les petits jeunes qui faisaient le guet, la mairie de Saint-Denis qui faisait rien du tout. Moi, quand je sortais du métro, bah, j'avais des bandes qui avaient repéré que je sortais, qui m'attendaient. Je me disais, ouais, ça va mal se passer pour moi. Je terminais dans la librairie à attendre. J'avais une amie libraire, 3 4 heures qu'il se lasse pour rentrer. Et je passais les euros de normalisation dans ces conditions. À qui je pouvais le raconter? À personne, en fait.
Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je pense que ça m'a donné un autre regard déjà beaucoup plus décalé sur les appartenances des uns et des autres à des types de représentations. On dit souvent que la jeunesse, c'est grâce à la jeunesse et grâce à l'éducation des jeunes justement qu'on peut sortir de la barbarie, qu'on peut sortir, des phénomènes autoritaires, voire totalitaires. Pourtant, dans ce que vous décrivez et aussi, dans ce que je constate moi, bah, j'ai plutôt l'impression qu'on est sur un formatage dès la jeunesse, qui conduit à des dérives, totalitaires. Oui, 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 oui. Mais il est vrai que, encore une fois, on pourrait dire aussi comme ça, c'est-à-dire que le totalitarisme, j'appelle ça de la xénophobie dans la pensée à un moment donné, c'est-à-dire je me replie, c'est un repli, ça peut être un repli communautaire, ça peut être un repli sur un environnement qui finit par fonctionner de façon close, de façon, voilà, on tourne en rond. Et en ce sens, l'accès à la culture, mais la véritable culture dans le sens, l'accès à des outils dans la langue, à du vocabulaire, à, de ce qu'ont fait nos ancêtres, ce qu'ont écrit nos ancêtres, eh bien tout ça, c'est de l'ouverture, c'est de l'ouverture à l'autre. Donc ce sont des remparts. La rationalité, c'est aussi une forme d'ouverture. C'est-à-dire, je ne suis pas que aux prises avec mes émotions comme ça. Non, je vais réfléchir. Quand je veux faire un vrai débat, ce qui n'existe quasiment plus, je dois venir avec euh, l'idée que l'autre peut-être va me faire changer d'avis. Et on n'a plus que des polémiques aujourd'hui, c'est chacun campe sur ses positions et veut pas. Mais cette magie de l'autre, de cette rencontre avec l'autre qui va me faire changer mon point de vue, qui va me faire changer d'avis, euh, c'est, c'est, c'est- et ça, quand on est dans des phénomènes, aujourd'hui, évidemment, on dénonce voilà, des comportements dans les quartiers, etc. Mais d'où ça vient? Je veux dire, il y a eu, moi je l'ai vécu ce cloisonnement, c'est-à-dire tu n'as pas le droit à aller dans d'autres dimensions, tu n'as pas le droit à aspirer à d'autres choses, tu n'as pas le droit à avoir d'autres rêves et tu ne sortiras pas de ta condition. Mais ça pour la jeunesse, il y a pas plus castrateur. Le problème, c'est que l'accès à la culture, il est, conditionné à énormément de choses aujourd'hui. J'en sais quelque chose, hein, puisque c'est mon métier et que je le vis au quotidien. Mais, je vais pas monopoliser la parole non plus, mais ne serait-ce que pour vous donner quelques exemples. Moi, on m'appelle uniquement pour des actions de divertissement ou pour de l'événementiel. Ce qui veut dire que mettre en place une culture de civilisation, donc, sur la durée, en créant du lien de confiance avec les publics, c'est devenu impossible. On ne m'appelle pas pour ça n'intéresse pas, ni les collectivités, ni les associations, ni les écoles. Et puis au-delà de ça, quand on va à la rencontre des publics comme ça sur de l'événementiel, bah, en fait, on peut rien faire quand on est dans de la consommation et donc bah, ça rejoint Hannah Arendt. J'imagine que vous connaissez cette citation. Hannah Arendt dit que, la culture, disparaît au profit de la consommation de masse. Qu'on est dans une société qui annihile complètement toute possibilité de culture et du coup, bah, voilà, comment est-ce qu'on peut accompagner des jeunes vers l'émancipation, dans un processus d'émancipation, dans une société qui nous conduit à fond vers le divertissement? Et ce qui est très juste dans ce que vous dites aussi, que je vais compléter, c'est la rupture des liens, c'est-à-dire que, ou l'impossibilité de créer des liens. Donc on est dans un zapping de liens permanent. Or, ce qui crée notre humanité, c'est de créer des liens et de les approfondir précisément. Et d'ailleurs, des liens qui peuvent être aussi, encore une fois, avec l'héritage qu'on nous a donné ou les héritages que nous portons et qui sont multiples et qui sont extrêmement féconds. C'est très compliqué et je n'ai pas forcément de réponse ou de solution. Le philosophe André Suarez, qui a été énormément invisibilisé et qui était absolument génial dans ses prises de position et que je cite dans le livre, disait qu'à un moment donné, au rythme où on va, le dernier refuge pour l'homme libre, ça sera le livre. Mais en fait, on peut même se demander quel livre? C'est-à-dire que je vais prendre un exemple. Là, je me suis dit, je vais donc créer des îlots de transmission du latin, parce que effectivement, on n'a plus du tout de concours de latin, en fait, etc., etc. Mais je m'aperçois qu'il y a
il y a plus de manuels. Je suis obligée de tout reprendre à travers des manuels de 1939 que j'ai, parce que j'ai fait un petit peu des collections comme ça, c'est beaucoup dada. Mais, et la deuxième chose dont je me rends compte, c'est donc nous n'avons plus accès aux livres, c'est-à-dire on est arrivé, je me faisais la réflexion hier, ces livres, par exemple, qui ont traversé les âges barbares, que des moines ont recopiés sur des parchemins, qu'ils ont acheminés à cheval d'un monastère à l'autre, etc., aujourd'hui disparaissent à l'ère du numérique où on est à l'ère de la reproduction, où on pourrait les reproduire par milliers, parce que c'est l'idéologie qui commence en fait, et qui commence et qui commande ce qui doit être publié, ce qui doit être refondé, etc. Et, euh, et donc, euh, la deuxième chose dont je me suis rendu compte, c'est que des manuels de sixième de 1900, des années 30, eh bien aujourd'hui, des générations 40, 50 plus ont des difficultés euh, au niveau de la grammaire ou de l'accès. Donc, quid de la jeunesse? On n'a plus les outils mentaux pour se défendre de la prédation du pouvoir. Mais ça, pour le coup, c'est quelque chose qui dépasse les classes sociales, c'est-à-dire que aussi bien chez des classes défavorisées, enfin chez des classes populaires que chez des classes plutôt bourgeoises, je constate qu'au niveau de la jeunesse, il y a quand même une vraie perte sur le vocabulaire, sur l'orthographe, sur la grammaire. Et ça, pour le coup, ça transcende vraiment les classes, quoi. C'est quand même assez affolant de se dire que peu importe la classe sociale aujourd'hui, ne serait-ce que sur la lecture, quoi. Les enfants qui ont du mal à lire à l'oral, c'est de plus en plus courant et ça, c'est assez terrible sur des questions d'accès au savoir. Je pense que le projet totalitaire actuel que décrit Vera Sharav dans la préface de mon livre, euh, il n'inclut pas aux commandes toute cette bourgeoisie, hein. Elle est tout aussi inutile que les classes populaires. Et quand cette bourgeoisie va se réveiller, elle va le comprendre. Et je pense que ça fait partie euh, il y a comme un super élitisme qui garantira, et on le voit d'ailleurs, hein, les enfants de certaines grandes figures n'ont pas accès aux écrans, ont les tableaux, la craie dans leurs écoles, parce que eux, ils vont conserver un accès. Mais je pense que là, pour le coup, la ligne de fracture entre le peuple, c'est pas entre le peuple et la bourgeoisie, c'est entre le peuple et les super dominants, le peuple incluant la bourgeoisie. Et l'abrutissement général, parce que évidemment, plus on a des individus qui sont abrutis, qui n'ont pas les outils de réfléchir, ils n'ont pas les moyens de leur liberté. Ils peuvent y aspirer, mais n'en ont plus les moyens. Alors, à l'échelle des super dominants, je veux bien croire qu'il existe un vrai projet totalitaire. En revanche, quand on voit justement les personnes qu'on a autour de nous, toutes ces personnes qui vont m'appeler, par exemple, pour faire de l'événementiel, pour reprendre un cas très concret, ce ne sont pas des personnes qui ont un projet totalitaire derrière, ce sont des exécutants. Des espèces de petits capots qui en fait obéissent aux ordres et qui eux sont dans une optique de très concrète. On va faire venir, on va faire de l'événementiel parce que c'est ce qui va faire du chiffre et c'est ce qui derrière va nous permettre de justifier des subventions. Et donc en fait, il y a tout un système à l'œuvre qui se met en place pour que les gens ne soient plus capables de réfléchir et de penser un projet dans sa globalité. Et donc peut-être que nous, là-dessus, on a quand même une marge de manœuvre encore parce que le projet totalitaire global, on ne pourra pas se battre contre, c'est le pot de terre contre le pot de fer. En revanche, parler avec des gens au quotidien et essayer de leur faire comprendre qu'il est nécessaire de mettre en place une vraie culture, peut-être que là-dessus, on a encore des billes à jouer. Absolument, de toute façon, les billes à jouer, on les a tous, on ne les a que dans notre quotidien, en fait, en réalité, hein. Donc, c'est vraiment la multiplication des grains de sable qui est extrêmement importante, hein, parce que évidemment, seul, on va rien. Mais on peut être un grain de sable extrêmement important. Et cette multiplication des grains de sable dans les rouages de ce système est fondamentale. Et il est vrai que ça fait partie des idéologies à la fois de consommation et à la fois encore une fois, d'idéologie marchande, c'est-à-dire la culture est un objet à acheter, à vendre, ça marche pas. On voit très bien sur le marché du livre, hein, c'est la même chose, hein. Voilà, ça marche pas. Donc, qu'est-ce qui va être promu? Celui qui marche, mais celui qui marche, c'est pas forcément le meilleur. C'est pas celui qui aurait tiré les autres vers le haut avec de l'exigence dans une société qui ne veut plus faire d'efforts. Donc, et tous ces mécanismes pervers, on a la latitude
d'être un grain de sable face à eux dans notre quotidien. Tout le temps, on aura tout le temps quelque part cette latitude et c'est important de la saisir. Et ce zapping, c'est aussi un zapping humain, c'est-à-dire c'est des fonctions interchangeables. Ah ben voilà, toi tu viens faire ci, puis après on te jette, puis après on te prend machin, voilà. Ça fait partie de l'impossible inscription dans la durée. Or, c'est cette durée qui nous humanise encore une fois. C'est le fait de construire des liens profonds dans la durée où on traverse des épreuves, où voilà, on, on va consolider quelque chose qui est stable et qui est sûr et qui est de l'ordre de l'engagement humain aussi. Alors, il y a autre chose, c'est la question de l'autorité. C'est-à-dire, là encore, c'est quelque chose que j'ai constaté dans mon travail. C'est qu'un adulte, pour parler à un groupe d'enfants, voire pour parler à un groupe d'adolescents, il va le faire, mais de manière extrêmement autoritaire, à tel point qu'aujourd'hui, les jeunes sont habitués au fait d'obéir uniquement quand on leur parle mal. Et alors, bon, moi, j'arrivais un petit peu avec mes idéaux sur, bah voilà, sur la communication non violente, sur l'éducation positive. Et je me suis pris des vraies claques, c'est-à-dire de me retrouver face à des jeunes de quartier qui littéralement me mettaient la misère. Enfin, voilà, j'étais une victime face à un groupe de jeunes. Et du coup, je me suis retrouvé dans des situations où j'étais moi-même obligé d'adopter une posture autoritaire pour deux raisons. La première, c'est que du coup, bah, j'arrivais sur quelque chose qui était de la consommation. Donc, en fait, ils allaient me voir une fois ou deux, et comme ils allaient jamais me revoir, bah, en fait, ils en avaient rien à faire de comment ils se comportaient avec moi. Et la deuxième, c'est que, bah, en fait, vu que tout le monde leur parle comme ça tout le temps, ils ne peuvent même pas concevoir qu'on puisse avoir un lien avec un adulte autrement que par de l'autoritarisme. Et ça, je trouve ça vraiment très, très délétère. Et je pense, j'avais écrit un Psychopathologie de l'autorité il y a des années, hein, pour distinguer justement par rapport à l'autoritarisme, etc. Mais je pense aussi que si ça n'est pas acquis dans la petite enfance, la suite est très difficile. Et ça, on le voit très très bien justement dans les quartiers, hein. Moi, j'avais passé mon BAFA et j'avais animé des colos ados difficiles. C'est très- 93, je vois très bien. Je vois très bien. C'est-à-dire qu'en fait, la recherche d'autoritarisme, je pense qu'elle est aussi liée au fait que les limites contenantes, bienveillantes, n'ont pas été rencontrées, n'ont jamais été rencontrées, et notamment dans la petite enfance. Si ce n'est pas rencontré dans la petite enfance, les limites, c'est pas seulement la protection par rapport au danger. Et c'est là où euh, il me semble qu'il y a des imperfections, ou en tout cas c'est insatisfaisant, certains discours sur l'éducation positive, etc. Parce qu'en fait, on a besoin d'un équilibre entre la contrainte et le plaisir. Et donc, l'enfant, il est d'abord dans le plaisir, c'est normal, mais il est aussi dans la mise en danger de lui-même, etc., parce qu'il ne se rend pas compte, il n'a pas du tout. Et en même temps, et le rôle de l'adulte, c'est lui apprendre à intérioriser certaines contraintes sans que ça soit trop douloureux, mais parce que s'il ne le fait pas, il ne pourra jamais avoir la discipline dont il va avoir besoin pour mener ses propres projets, pour construire sa vie, pour supporter une certaine frustration. Or, ce qui se passe, c'est qu'avec l'abandon, euh, qui est un abandon multiple. Ça, c'est vraiment, vraiment, je n'y ai pas réfléchi, mais c'est plutôt de l'ordre du vécu, de ce que je restitue, euh, qui est un abandon social, sociétal, l'impression aussi de ne rien valoir, hein. Euh, je, je, Parce que voilà, c'est bien beau aujourd'hui, de tous les discours qu'on entend, mais pour moi, ils sont totalement, les discours politiques, hors sol par rapport à la réalité. Il y a dans les quartiers énormément de, de jeunes gens qui ont la sensation de ne rien valoir. Je ne vaux rien, je n'ai pas d'avenir, je suis, voilà, personne ne me veut et je ne suis capable de rien. Et en même temps, cet abandon, pour moi, il est aussi bien antérieur. Voilà, c'est multiple, hein. On pourrait vraiment réfléchir à la sociologie, à l'histoire des familles. Enfin, il y a vraiment des multiples facettes. Mais c'est comme donc, quelque part, il y a une recherche d'une fermeté sur laquelle je pourrais m'appuyer pour pouvoir commencer à me construire. Et c'est pour ça que je pense que la dimension autoritaire de départ, en tout cas, elle est aussi un test, euh, en général déjà, hein, pour des adolescents, je dirais, sans parler des adolescents et quartiers, mais déjà, elle est un test de est-ce que je peux compter sur toi? Est-ce que je peux m'appuyer sur toi? Est-ce que tu vas tenir même si je viens essayer de casser le cadre?
Et ça, c'est hyper important. Et on voit des adultes qui ne tiennent plus. Et ça, c'est très anxiogène. C'est d'une angoisse pas possible parce que ça laisse, encore une fois, des ados qui n'ont pas fini leur développement psychique face à l'angoisse de je peux tout décider, je peux devenir un tyran, il n'y a rien qui tient et qui va me retenir et m'aider à contenir ces parties en moi parce que je n'ai pas fini mon développement psychologique, tout simplement. Et au lieu de ça, la société, elle répond en criminalisant de plus en plus les enfants, les jeunes, etc., qui n'ont pas fini leur développement. S'ils ont ces attitudes, c'est parce que nous, les adultes, nous ne sommes pas à la hauteur de ce que eux sont en droit d'attendre de notre autorité, qui est une autorité qui vient contenir, rassurer, poser des lois. On voit bien que la loi, ça fonctionne plus, la justice, ça fonctionne plus, il n'y a plus rien qui fonctionne. Euh, donc je pense que entre deux mots, entre le laxisme et l'autoritarisme, qui ne sont pas l'autorité, il y a à choisir, l'ado en difficulté va chercher l'autoritarisme qui, à minima, lui met quelques petites règles. Voilà, comme ça, je lirais peut-être la situation comme ça. C'est très intéressant. Et dans la posture de l'adulte, je pense que, enfin, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais il y a aussi quelque chose dans le fait que bah, les adultes, pour le coup, sont eux-mêmes surmenés et dans des situations où ils sont pris en étau entre bah, leur hiérarchie, les rapports qu'ils doivent rendre, etc. Et du coup, les adultes aussi vont avoir tendance à aller vers cet autoritarisme parce qu'en fait, ils n'ont pas d'autre choix, parce que humainement, ils ne tiennent pas. Ils ne savent pas faire autrement. Et donc, si vous me dites que d'un côté, les jeunes vont chercher l'autoritarisme et que d'un autre côté, pour les adultes, c'est la facilité, et ben, en fait, on comprend qu'on en arrive à des rapports qui sont complètement destructeurs. Mais bien sûr, si on regarde simplement la déliquescence des lois en France, qui d'abord arrivent à contredire des droits inaliénables, là, comme on l'a vu dans la crise, voilà, donc finalement il y a des citoyens qui auraient plus de droits que d'autres, enfin bon, c'est parce qu'ils sont... enfin, tout ceci où on arrive à justifier de l'illégalité par du supposé droit, donc ça c'est déjà un problème, mais ensuite la justice ne fonctionne pas. Donc ça, au bout d'un moment, ça commence à se savoir. C'est-à-dire dans une société où la justice ne fonctionne pas, où je vais citer les chiffres de 2021 du ministère de la Justice, il n'y a que 3% de plaintes d'abus sexuels sur le mineur qui aboutissent. Donc je veux dire, à un moment donné, ça, cette réalité, parce que la justice, elle peut dysfonctionner pendant un moment, mais tant qu'on en garde dans sa tête l'idée que le droit existe, qu'il contient la société, mais au bout d'un moment, quand on voit qu'en fait, les citoyens ne sont pas protégés, que il y a de plus en plus de violence, effectivement, qui n'est pas contenue, voilà, eh bien, au bout d'un moment, euh, il y a une sorte de recherche malgré tout de il vaut mieux quelque chose de très autoritaire plutôt que rien. Et voilà. Donc la crise de l'autorité fait le lit du fascisme, si je peux dire ça comme ça, pour le terme, sans faire référence au fascisme italien, mais voilà, un terme qui parle à tout le monde. Mais ça fait le lit de ça. C'est-à-dire comme ce qui se passe, c'est que quand, pour le dire simplement, la loi du père dans une famille, la loi symbolique du père, c'est-à-dire celui que on aime mais qu'on craint un petit peu. Et justement, il n'a pas besoin d'être violent pour qu'on le craigne, hein. Et au contraire, à partir du moment où il va devenir violent, il n'est plus respecté. Mais on le craint quand même. On craint parce il pose la loi, il pose les interdits. À partir du moment où cette fonction n'est plus opérative, qui prend le relais? C'est le grand frère. Mais quand le grand frère, il prend le relais c'est à coup de claque. Parce que lui, il n'est pas sûr de son autorité. Et il sait qu'il est en train d'usurper la place du père. Mais c'est un petit peu ça qui se passe. Derrière ça, il y a aussi la notion de contrat social, j'ai l'impression. Vous parliez tout à l'heure du fait d'intérioriser certains interdits. Bah voilà, en fait, on est dans une société qui nous pousse hors contrat social, quoi. Donc on retourne, pour paraphraser Rousseau, on retourne vers un état de nature qui, pour le coup, risque d'être très dangereux et dans lequel ça va être la guerre de tous contre tous. Ben, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ça va ensemble. C'est-à-dire que quand il n'y a plus d'autorité, l'autorité, c'est encore une fois d'abord une fonction symbolique, mais ça doit quand même être incarné. Quand il n'y a plus d'autorité qui fixe des interdits et qui fasse en sorte que ces interdits soient respectés. Et les interdits sont les interdits fondamentaux de l'anthropologie, voilà, qui séparent les individus. L'interdit du meurtre, c'est un interdit de civilisation fondamentale.
Or, on voit bien aujourd'hui qu'il n'y a que des discours décomplexés, nous expliquant qu'il y a des morts qui sont justifiées, voilà, des meurtres qui sont justifiés, d'autres, voilà, etc. C'est totalement la haine, l'expression de la haine totalement décomplexée par rapport à ces interdits, c'est-à-dire, oui, il y aurait un interdit du meurtre, mais que pour quelques-uns. Donc ça, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça fonctionne, la civilisation, hein. Il y a donc plein d'autres interdits qui sont en permanence transgressés. Euh, donc l'autorité ne fonctionne plus. Et l'autorité, c'est aussi cette transmission, hein, dont on parlait. C'est en clair une fonction, ça, vraiment, je renvoie à la psychopathologie de l'autorité à mon livre, c'est une fonction qui vise à autonomiser l'autre. C'est pas je vais prendre du pouvoir sur toi parce que je vais le garder. Non, je vais te transmettre tout le meilleur de ce que j'ai pour que tu deviennes autonome et que tu aies intériorisé les lois que moi aussi on m'a aussi transmises. Et ça, c'est chaque individu. Mais effectivement, quand on est dans un environnement qui est de plus en plus transgresseur, pervers, qui n'appelle qu'à la jouissance immédiate, donc, et qui entraîne, hein, des procédés psychologiques qui fait que effectivement on, on- on est pris là-dedans et on n'est plus du tout en capacité de créer. Et ce qui s'est passé dans les prises de décision politiques mondiales depuis 2020 a aussi une répercussion immédiate sur le psychisme des gens dans l'incapacité à faire des projets long terme. Parce que donc du coup, ils se disent, mais moi, à n'importe quel moment, je peux de nouveau être séquestré, mes droits peuvent être confisqués, etc. Je peux vivre quelque chose d'arbitraire. Donc, on voit bien, les gens n'y arrivent plus du tout. Et tout ça fait partie du lit qui est fabriqué à effectivement à du harcèlement, parce que s'il n'y a plus d'autorité, il n'y a que du harcèlement. Ça, je l'explique dans tous mes travaux sur le harcèlement. Et la suite, c'est euh, euh, la loi de la jungle, qui n'en est pas une, c'est la loi du plus fort. C'est du coup celui qui va être, entre guillemets, respecté, c'est le plus fort. Alors que la loi de civilisation, c'est on protège les plus vulnérables. Vous avez employé le mot de harcèlement, c'est justement un mot très à la mode, que ce soit chez notre ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, mais aussi directement dans les collectivités. On veut de plus en plus monter des projets pour parler du harcèlement avec les jeunes, mais en fait, j'ai l'impression qu'ils savent plutôt très bien ce que c'est, parce que pour le coup, on n'en a jamais autant parlé, mais on n'en a jamais autant vu non plus. Des gamins qui sont dans des situations en tant que victimes de harcèlement, il y en a quand même beaucoup, ça reste une réalité de terrain. Comment est-ce que vous l'expliquez? Alors, déjà, je pense que les enfants et les adolescents absorbent la société que nous leur montrons. C'est-à-dire, on a beau avoir des grands discours, d'abord, ils sont en immersion dans un environnement et ils apprennent par imitation. Par imitation, hein. C'est pour ça que bah, il y a des tribus indiennes en Colombie, les enfants jusqu'à 4 5 ans, ils sont laissés en immersion. On les laisse observer cet environnement, comment se comportent les adultes, etc. On est dans un monde de harcèlement permanent du monde des adultes et en particulier du pouvoir sur les adultes, hein. Donc, le premier modèle, il est celui-là. C'est pas compliqué. Donc après, le pouvoir qui est lui-même harceleur vient créer des programmes anti-harcèlement. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça ne trompe personne, parce que moi j'ai eu des échos qu'ils en avaient ras-le-bol, hein, les enfants, les ados qu'on leur parle de ça, parce que de toute façon ça ne résolvait rien du tout, voilà. Euh, et c'est simplement, encore une fois, moi j'ai encore une question simple. Où sont les adultes? Où sont les adultes? On confie l'instruction de nos enfants à des écrans. On va en attendre quoi d'autre? Euh, des écrans où c'est la surenchère de la violence, c'est la surenchère de la barbarie, c'est la surenchère des images, et t'as intérêt à voir ces images parce que sinon, etc. Enfin, donc c'est la surenchère du trauma. On ne les protège pas du tout de ça. On les protège encore pas non plus, et ça j'en parle beaucoup à plusieurs reprises, de l'accès à la pornographie, etc. En fait, ce sont des adultes qui ont complètement démissionné et qui après s'étonnent de ce que des enfants se harcèlent ensemble en imitant la violence du monde des adultes dans lequel ils sont immergés et qu'ils subissent, hein, parce qu'il faut bien rappeler quand même tout ce qu'on leur a fait subir dans les écoles, Euh, donc depuis les mesures sanitaires, etc. Donc, pour moi, les mesures gouvernementales, ça s'appelle de l'injonction paradoxale. C'est-à-dire, c'est comme euh, on a ça, hein, avec des parents pervers ou des parents maltraitants, etc. Ils vont tenir tout le temps des doubles discours. C'est-à-dire, je te maltraite, mais je te fais lire des livres contre la maltraitance, par exemple. Ça peut tout à fait être ce genre d'injonction. Donc, c'est de l'injonction paradoxale qui est du registre de la perversion, par exemple.
on nous parle d'éduquer à l'empathie, mais l'empathie, ça ne s'éduque pas, ça se montre. Si l'enfant il est pris dans un environnement naturellement empathique envers lui, naturellement empathique entre adultes, il va l'être naturellement. Donc là, on veut... non mais je trouve ça tellement énorme. On veut éduquer à l'empathie en n'ayant que des discours de haine et de non-empathie à la télévision, sur les médias, etc. Mais ça n'a pas de sens. Et ça, je pense que l'enfant, il le sait très bien. Puis en plus, il va dire, mais attends, mais pourquoi? Moi, je devrais et toi, tu le fais pas. Bah, c'est vrai que pour le coup, les enfants sont très forts aussi pour détecter quand il y a une dissension entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, enfin voilà, qu'on n'est pas en accord complet, ils sont très très forts pour le pointer du doigt, quoi. Absolument, mais ils ont raison. Et en fait, c'est sur ça qu'on peut espérer un petit peu compter quelque chose, la dynamique de vie présente dans l'enfant. Alors tout à l'heure, en introduction, quand vous parliez de votre parcours, vous avez parlé la capacité que vous avez eue à mettre des mots sur les classes sociales, à comprendre que vous étiez dans un rapport de domination et que les autres aussi étaient inscrits dans ce rapport de domination. Aujourd'hui, on peut quasiment plus en parler avec les jeunes parce que bah, c'est aussi marqué historiquement, marqué dans une époque, parler de lutte sociale. Enfin voilà, on a tout de suite l'impression enfin, on nous renvoie tout de suite à l'étiquette de marxiste, dans un rapport capitalisme-communisme. Enfin voilà, c'est très dur d'aborder ces questions-là aujourd'hui. Et puis la plupart des jeunes n'en entendent même plus parler. Comment est-ce qu'on peut reconstruire du dialogue autour de ça? C'est c'est une grande question. J'ai pas forcément la réponse, mais tout de même, je pense on n'a pas besoin d'aller lire des tas de grandes théories euh, pour comprendre qu'il y a ceux qui possèdent les privilèges et ceux qui n'ont rien. Hein, les fameux prolétaires qui n'ont que leurs enfants, étymologiquement. Ça, je pense que c'est un des problèmes qu'on a en banlieue, hein, et qui fait l'attrait facile pour la drogue, etc. C'est je vais sans effort pouvoir accéder à des privilèges auxquels je n'accéderais pas de toute façon, sinon. Donc effectivement, comment je peux je vais, je me souviens, hein, dans mon expérience de vie, j'avais rencontré un ado qui gagnait, à l'époque, c'était 10 000 francs, 10 000 francs par jour. Je me dis, mais qu'est-ce que tu veux que je travaille? Qu'est-ce que tu veux que je travaille? De toute façon, avec ma tête, avec mon origine, avec tout ça, je n'aurais pas accès à ça. Donc, je pense que malgré tout, c'est compris. Enfin, c'est compris au sens que c'est intériorisé. Ça ne veut pas dire que c'est réellement compris au sens théorique, mais c'est quand même vécu, cette histoire d'avoir des privilèges et de ne pas en avoir, et comment il y a une esclavagisation de plus en plus puissante, encore une fois, de ceux qui veulent toujours plus de privilèges. Encore une fois, je ne parle pas nécessairement de la bourgeoisie, mais peut-être largement au-dessus, sur ceux qui n'en ont pas, et qui sont donc vécus comme étant des ennemis. Je pense que peut-être on peut le transmettre, parce que c'est une grille de lecture qui fonctionne à tous les coups, pour le coup. Hein. S'il y en a une, à mon avis, à conserver, c'est celle-là, parce qu'elle est tellement évidente. Elle a justifié enfin, énormément de formes d'esclavage, de prédation, d'appropriation de biens, etc. Et on voit encore à l'œuvre, hein, de toute façon, dans l'histoire de l'humanité. Peut-être, effectivement, par des transmissions historiques, voilà. Euh, mais on a eu un ascenseur social qui fonctionnait. Je pense être un, un des derniers rejetons de cet ascenseur social en Seine-Saint-Denis. Même si, voilà, encore une fois, du côté de ma mère, il y avait eu des grandes écoles, etc. C'était pas né de rien, mais de pouvoir passer, on va dire, de banlieue exclue aux grandes écoles. Maintenant, c'est donc de plus en plus compliqué, hein, cet ascenseur social. Au début du siècle, du XXe siècle, on pouvait être issu de classes pauvres et nourrir toute sa famille parce que au mérite, c'était le cas de Charles Péguy, hein. Il avait intégré Normal Sup, il nourrissait toute sa famille. Je crois que sa mère était rempaillée de chaises, si je me souviens bien. Mais en tout cas, il y avait cette possibilité. Mais cet ascenseur social, il a été complètement bloqué. Il ne fonctionne plus du tout. Et c'est très compliqué maintenant de savoir quel est le chemin que je vais pouvoir. Parce qu'il y a ça aussi, c'est de façon, c'est une réflexion plus générale, mais euh,
il y a dans cette, euh, ces idéologies du totalitarisme l'idée que en fait, on ne peut plus bouger de la case dans laquelle on est né, en fait. Et il n'y a plus des trajectoires individuelles et les gens n'y croient même pas, c'est-à-dire ne se la créent même pas dans leur tête. Je peux créer, je peux sortir Et parfois, c'est purement conformiste, hein, c'est pas forcément, c'est du pur confort et du conformisme, parce que ça peut être très coûteux d'essayer de sortir de ma zone de confort pour aller m'aventurer dans autre chose, que ce soit d'ailleurs en termes de voyage, en termes voilà, d'exploration. Et puis, on est dans une société qui a de plus en plus de processus figés et mortifères, donc il est de plus en plus difficile d'aller explorer, ne serait-ce qu'au niveau du marché de l'emploi, etc. Donc, comment est-ce qu'on recrée ces ouvertures? Je ne sais pas, mais c'est très important de les recréer. C'est-à-dire, tu peux être autre chose que d'avoir pour aspiration la même aspiration que tout le monde, qui est de s'acheter un bien immobilier à crédit, et regarder Netflix tous les soirs. Tu peux aspirer, tu veux autre chose. Voilà. Et ta vie, elle veut autre chose. Et ça, c'est compliqué, mais je pense que c'est très important. Il y a un mot qu'on n'a pas mentionné, mais qui tourne un petit peu autour de notre discussion, c'est celui de communautarisme. Et aujourd'hui, le communautarisme a remplacé la conscience sociale. Dans l'exemple que vous preniez tout à l'heure, bah, je vais revenir encore à un exemple que j'ai vécu, mais avec un gamin qui du coup se comportait mal dans ma classe, il est venu me voir en me disant, oui, c'est parce que je suis noir. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, non, c'est pas parce que tu es noir, c'est parce que c'est toi qui fais des conneries. Que tu sois blanc ou noir, ça change rien. Et en fait, aujourd'hui, il y a un petit peu ça, quoi. C'est-à-dire que on se renferme entre communautés plutôt que de construire un discours qui va être un discours de lutte sociale, comme on pouvait le retrouver avant, bah, parmi les classes ouvrières, mais aussi, enfin voilà, là, on parlait de classes populaires, mais c'est aussi le cas, par exemple, avec toutes les communautés LGBT, etc., avec tout le phénomène trans, où du coup, en fait, on se renferme entre communautés plutôt que d'ouvrir le combat et de se rendre compte que bah, la lutte, elle est beaucoup plus large que ça, quoi. Alors, je suis totalement d'accord. Je pense que c'est un phénomène qui est favorisé d'abord, parce que ça arrange justement le pouvoir d'avoir différents types de communautés qui se battent entre elles, même parce que c'est divisé pour mieux régner. Ça, c'est vraiment très efficace depuis la nuit des temps. C'est déjà un phénomène qui, à mon avis, est encouragé. Ensuite, il est encouragé parce que du fait justement il y a eu un isolement progressif qui faisait qu'avant, on était sur des confédérations d'intérêts par rapport à des métiers, par exemple. Hein, donc, il y avait quelque chose qui nouait les gens. Et ça aussi, il y a eu, je ne sais pas, il faudrait étudier plus précisément comment, mais il y a eu une cassure de ces confédérations d'intérêts, c'est-à-dire je fais valoir des droits par rapport à un métier, par rapport à des identifications. Voilà, donc il y a plus trop ça. On pourrait parler de trahison des syndicats, on pourrait parler de plein de choses et on y serait pendant des heures, mais donc, qu'est-ce qui va faire que les gens se rassemblent aujourd'hui? Puisqu'il n'y a plus d'autorité, on voit que les valeurs, par exemple, si on prend les valeurs de la France, d'être français, ça a été extrêmement attaqué. Donc, maintenant, c'est récupéré de façon communautaire, encore une fois, mais il n'y a plus quelque chose qui fédère les gens qui sont dit, mais qu'est-ce que c'est les valeurs de la France? À mon avis, on n'a plus beaucoup de réponses. Donc, il faut malgré tout, l'être humain, il a besoin de s'identifier. Donc, il va s'identifier à quoi? À ce qui est le plus facile pour lui, c'est-à-dire à une régression. C'est une régression, la régression communautaire, euh, mais parce qu'il va se sentir, il n'est plus protégé par l'État, donc il va être protégé par sa communauté. Voilà. Et donc, l'individu, il a besoin, donc il rentre dans un groupe qui lui donne l'illusion de la protection, mais qui lui aussi exige qu'il le serve. Et là, on n'est plus du tout dans un universalisme, qu'il le serve au niveau d'un endoctrinement idéologique, de tas de choses. Hein. Et on voit bien à quel point, justement, dans ces régressions claniques, on voit très bien à quel point, quel est le prix que paye l'individu pour ne pas être ne pas être en accord avec l'idéologie du clan. Donc c'est très compliqué, mais c'est vrai que on aurait vraiment une grande analyse à faire de pourquoi on en est là, mais cette régression communautaire est très dangereuse parce que effectivement c'est l'affrontement des communautés les unes sur les autres et c'est la revendication à chaque fois d'une communauté qui estime avoir plus de droits que l'autre. Donc on n'est plus du tout dans un principe de droit universel où
il y aurait l'être humain qui a une dignité, effectivement, et a une valeur en soi, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, et quoi qu'il fasse. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on a glissé très subrepticement depuis des années, par exemple, dans une confusion entre l'intention et l'acte, entre ce que je dis, ce que je fais. Mais c'est pas pareil. Je peux avoir des beaux discours, hein, dans les politiques, et avoir des actes extrêmement odieux, et l'inverse. Je peux avoir un discours absolument terrible, et en même temps, dans la vie, dans mes actes, être très droit. Et toutes ces confusions, petit à petit, entraînent des choses extrêmement dangereuses. Et ces identifications communautaires, quelle qu'elle soit, comporte toujours un projet guerrier. Parce que je suis en communauté contre quelque chose, contre l'autre. Je m'assimile, je perds mon individualité dans une euh, quelque chose, une régression, hein, de type clanique. Et ça m'amènera à cette fameuse fermeture dont je parlais tout à l'heure. Et la fermeture comporte le germe de la haine de l'autre et la suite. Donc, c'est pas étonnant qu'on soit de plus en plus dans différents types de fanatisme. Ça fait partie des procédés. On approche de la fin de cet entretien. Avant que je vous pose la dernière question, est-ce qu'il y a une question que je vous ai pas posée à laquelle vous aimeriez répondre? Non, je suis disposée à écouter. Ok. Alors, je vous pose la dernière question. Si vous aviez le pouvoir de changer le monde avec une baguette magique, par où est-ce que vous commenceriez? Bah, il faut que je réfléchisse parce que elle m'a déjà été posée, je ne sais plus ce que j'ai répondu. Elle est très difficile cette question parce que naturellement, j'aurais peut-être envie de dire. Euh, enfin, bon, aujourd'hui, je vais répondre comme ça, je ne sais plus comment j'avais répondu la dernière fois. Je vais répondre la suppression du massacre des innocents, quels qu'ils soient. Voilà. Très belle réponse. Merci beaucoup, Ariane, pour cet échange et à Ouais. bientôt. Merci. À bientôt. Cet épisode touche à sa fin. J'ai trouvé cette discussion d'une grande qualité et j'espère qu'elle vous aura donné quelques clés, soit pour mieux comprendre l'intérêt politique du contrôle de la culture par ceux qui nous gouvernent, soit pour mieux aborder la question de l'encadrement des jeunes. Pour moi en tout cas, elle aura été véritablement thérapeutique et j'en repars avec plein d'idées concrètes à mettre en application. Mais si je devais ne retenir que 3 points, je vous dirais. Tout d'abord, qu'il existe un lien entre abus de pouvoir, exploitation de classe, communautarisme et totalitarisme, car tout ce qui conduit à un repli sur soi, à un enfermement, conduit indubitablement à la haine de l'autre. De la même manière qu'une stagnation d'eau favorise le développement de moisissures, une stagnation de la pensée, dans un environnement qui fonctionne de façon close, favorise le développement de la xénophobie. Or, la culture, c'est une forme d'ouverture à l'autre. Si vous me suivez depuis un moment, vous avez déjà probablement entendu cette citation de Freud que je ressors régulièrement. Tout ce qui travaille au développement de la culture travaille aussi contre la guerre. On comprend alors aisément pourquoi la vraie culture est dangereuse pour le pouvoir pervers, qui n'hésite pas à faire preuve d'injonctions paradoxales aussi dans ce domaine, en parlant d'accès à la culture, mais en favorisant tout ce qui est de l'ordre du loisir, de l'événementiel, donc de la jouissance immédiate. Ensuite que, pour mettre en place un travail culturel de fond, il faut du temps. Ariane nous rappelle que c'est la durée qui nous humanise, que c'est la durée qui nous permet de créer des liens de confiance, des liens durables. La première étape serait donc de sortir du zapping humain, ce qui n'est pas chose aisée quand on connaît d'une part la précarité et donc le turnover en termes de personnel dans les métiers de la culture et du travail social, et d'autre part les incitations des financeurs et des commanditaires à multiplier les one-shot et le bling-bling qui fait du chiffre dans les dossiers de subvention plutôt que le travail ingrat mais nécessaire qui lui se fait au quotidien. Ariane fait à juste titre le parallèle avec la politique de confinement mise en place pendant la crise sanitaire. En nous séquestrant, le pouvoir a inhibé notre capacité à nous projeter dans la durée et cette inhibition a laissé des traces encore visibles aujourd'hui. Enfin, qu'éduquer, c'est poser des limites contenantes et bienveillantes. Or, parce que certains adultes ont démissionné de leur rôle d'adulte, ces limites n'ont pour certains jeunes jamais été rencontrées. Ce que nous dit Ariane, c'est qu'entre le laxisme et l'autoritarisme, nous privilégierons toujours l'autoritarisme, car nous avons besoin d'une certaine fermeté pour commencer à nous construire. D'ailleurs, un parallèle peut être fait avec l'État et le fonctionnement des institutions. Puisqu'il n'y a plus de contrat social solide, nous tendons irrémédiablement vers le fascisme.
Là encore, c'est étonnant comme ce qui fonctionne à petite échelle fonctionne également à grande échelle. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le Bazar culturel en adhérant à l'association. Le lien est en description, de même que toutes les informations relatives au travail d'Ariane et à ses publications. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour une fois, je ne vous dis pas à la semaine prochaine, car comme vous le savez, il n'y aura pas d'épisode lundi, mais restez sur vos gardes, car l'épisode 50, qui sortira avant la fin de l'année, sera une petite bombe. Sur ce, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël, et vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.